Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Luc. Je suis vraiment ravi que vous soyez venu partager ce moment avec nous. Ravi de partager ce moment également. Merci de votre présence. On va parler de votre métier. C'est quoi votre quotidien professionnel, Isabelle ? Moi, j'exerce la profession d'avocat, mais il est vrai que j'ai toujours eu un engagement un petit peu particulier parce que j'ai considéré que mon métier n'était pas simplement un métier de défense, contentieux, on parle des avocats en contentieux. Mon métier est quand même essentiellement dédié à un métier que j'adore, qui est le métier de la distribution, de l'assurance, de la banque, de la finance. En fait, je pense que j'aurais très bien pu, effectivement, soit être banquière, soit être courtier, soit être agent général. C'est un métier qui me passionne et en fait, j'accompagne essentiellement. Mon métier, c'est d'accompagner les acteurs les du secteur, les acteurs du secteur, de l'assurance vie, pour de leur l'épargne, apprendre que finalement, travailler, c'est surtout travailler avec professionnalisme, les aider à concevoir leurs produits, les aider à créer leur réseau, les aider à évidemment se défendre quand ils ont des contentieux, parce que la vie économique dans l'assurance ou dans la finance, elle est exactement la même que pour tout le monde. Il y a toujours des accidents, ça arrive, et c'est aussi notre métier. Est-ce que le rôle de l'avocate que vous êtes a profondément évolué ces dernières années ? Notamment peut-être dans sa façon de produire de la valeur pour les clients que vous accompagnez ? Considérablement. Ça fait bientôt 40 ans que j'exerce ce métier. Je veux dire que le métier que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que je faisais il y a 10 ans, il n'a rien à voir avec celui que je faisais il y a 20 ans, encore moins celui que je faisais il y a 30 ans et qu'on m'a appris à l'école du barreau. Notre métier est un des métiers qui est le plus fortement exposé à cette transformation dont on parle, transformation de l'ère numérique, transformation avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre métier est effectivement essentiellement tourné vers la solution, c'est-à-dire ce que viennent chercher chez nous les clients. C'est pas qu'on leur récite des textes, c'est pas qu'on leur dise la loi. Tout ça, ils l'ont, ils le savent, y compris ceux qui n'ont pas le personnel pour ça. Ils le trouvent sur Internet, ils le trouvent effectivement maintenant avec tous ces outils d'IA. Ce qu'ils veulent, c'est un cerveau qui les aide à décider et qui les aide à réfléchir et à prendre des décisions. C'est le quotidien de notre métier, alors que ce soit du reste en contentieux, mais surtout en conseil. Et l'activité de conseil, aujourd'hui, dans notre métier, elle est une part prépondérante de notre activité. Elle s'est complètement inversée par rapport à ce qu'on faisait quand on était jeune. On était essentiellement avocat contentieux quand on était jeune. Vous utilisez la technologie au quotidien au sein de votre cabinet, et notamment l'intelligence artificielle. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous identifiez des gains de productivité sur votre métier ? Nous, on les mesure. On les mesure. Alors, vous savez, historiquement, Astrée, on est adossé à une société d'édition et on est donc vous avez cette culture technologique fortement très outillé et toujours dans l'idée, effectivement, alors non pas de faire des gains de productivité, néanmoins c'est important, mais surtout d'accompagner l'amélioration de la qualité de notre service. Et effectivement, depuis l'émergence de l'IA et surtout de l'augmentation, effectivement, de l'outillage dans l'exercice du métier, on a carrément mis en place chez Astrée des outils de mesure et surtout un vrai projet de passage, de transformation. Alors ça passe par effectivement l'identification des cas d'usage, l'identification des cas ou des situations, des diligences que nous devons exercer qui ne méritent plus la mobilisation de ressources humaines. Ce sont essentiellement des tâches chronophages, des tâches répétitives, issues finalement ce qu'on appellerait du calcul ou de l'extraction de données. D'accord. Et puis, on a ensuite choisi des outils. Alors, au départ, on était parti sur l'idée de faire des outils maison. On a complètement abandonné cette idée-là parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Elle est beaucoup trop sujette à, si vous voulez, la transformation technologique qui avance à 250 à l'heure. Et tous les 6 mois, il y a des changements de modèle. Donc, en réalité, nous, on est une petite structure, on n'est pas une multinationale. On a fait des choix qui consistent à avoir sélectionné des outils. Et on a actuellement 5 outils d'IA qui nous permettent effectivement de répondre à l'ensemble des cas d'usage que nous identifions. Nous mesurons effectivement l'utilisation par nos collaborateurs, nous formons nos collaborateurs, nous nous formons. On participe par rapport à 4 de nos outils sur 5 au comité de pilotage et de suivi des éditeurs, ce qui veut dire qu'on est un peu leur test et on travaille beaucoup avec eux sur des retours d'expérience. Et on mesure de façon quantitative et qualitative les progressions. Donc on résilie, on en prend d'autres, on garde ceux que l'on a. Et oui, il y a des mutations constantes et il faut s'adapter en permanence. Fin 2025, on a économisé plus de 2500 heures de travail, ce qui nous a permis de pouvoir réduire un ETP et demi avec une progression de chiffre d'affaires de 30% sur l'année 2025. C'est énorme. Donc c'est énorme. C'est énorme. L'IA, vous le disiez,
permet de faire des tâches répétitives sans grosse valeur ajoutée. C'était peut-être un petit peu ce qu'on confiait aux stagiaires pour leur apprendre le métier d'une certaine façon, aux juniors peut-être. Qu'est-ce que ça vous dit dans votre métier, cette substitution par la machine de juniors qu'il faut former quand même d'une certaine façon? C'est un vrai sujet. C'est un sujet de ressources humaines, c'est un sujet de staffing, c'est un sujet de définition de profil. C'est vrai, aujourd'hui, nous, les outils d'IA et les tâches effectivement que nous avons totalement substituées sont des tâches que nous confions au départ et historiquement aux entrants, aux apprenants, aux jeunes, à ceux qui sont effectivement qui apprennent le métier. Donc il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on constitue notre pyramide et comment est-ce que l'on intègre. Comment le relais arrive à un moment donné. Comment le relais arrive, puisque il est vrai que ces outils ne peuvent pas être utilisés par des jeunes. C'est-à-dire que le sachant peut utiliser l'outil performe le sachant, mais l'outil va totalement faire régresser le junior, puisque l'outil, il n'est pas là, effectivement, pour réfléchir, il produit. Il produit. Alors, c'est potentiellement faux dans l'avenir, parce qu'on se rend compte que, malheureusement, ou heureusement, ces outils deviennent de plus en plus perfectionnés et sont capables aussi de réfléchir, mais disons que dans les cas d'usage pour lesquels on est sûr de nous, parce que nous, on a ce problème aussi de la fiabilité et on a ce problème du secret professionnel. Donc, on n'a pas non plus pu, si vous voulez, aller n'importe où. On le fait d'ailleurs très en lien avec les ordres professionnels, mais effectivement, la question de l'emploi du junior est un véritable sujet. Alors pour moi, c'est juste que la fiche de poste du junior, elle est complètement modifiée et que le junior qui rentre chez nous, il a autant d'appétence pour l'outillage, pour la curiosité de l'apprentissage de l'outillage, que l'apprentissage du métier et du droit. C'est-à-dire que c'est une nouvelle compétence qu'il doit en fait mettre dans son cahier des charges et savoir que quand il va démarrer son activité professionnelle chez nous, eh bien, il va aussi apprendre pas à pas à utiliser ces outils en même temps qu'il apprend son métier. Dans vos métiers, l'IA redistribue les cartes du recrutement, si j'ai bien compris. Ah, complètement. Ça chamboule vos schémas de pensée de recrutement des années précédentes. Absolument. Donc, absolument. Moins de juniors, plus de machines, alors, plus de formation peut-être. Si on a des juniors très curieux, des juniors extrêmement travailleurs, accrocheurs, qui ont vraiment le goût du challenge et de l'effort, parce que la découverte de ces nouvelles techniques de travail nécessite des remises en cause par rapport au bagage académique qu'on a acquis à l'université. Les universités ont quand même fait des progrès pour orienter les étudiants vers l'utilisation des outillages. Mais néanmoins, c'est quand même un tsunami, là, l'IA. Et moi-même, qui ai étudié à 40 ans, alors moi, je suis complètement addict de ces outils, parce que je trouve qu'ils sont extrêmement utile dans, je dirais, le gain de qualité et de productivité qu'on peut avoir, nous, alors avec 40 ans de métier, c'est extraordinaire, mais un junior, lui, qui démarre, un jeune qui démarre, lui, doit absolument avoir tout de suite cette appétence et non pas cette aversion, et malheureusement, on est confronté parfois à des générations, notamment dans nos métiers, d'aversion à cela, probablement on a peur qu'il faut gérer dans la conduite du changement dans l'entreprise. Il faut gérer cette peur du jeune de dire on va substituer mon emploi. Et donc, c'est pas ça le sujet. C'est pas substituer, c'est que ton emploi sera différent. Est-ce qu'on peut dire que les soft skills, en fait, prennent un peu le pas dans vos métiers sur la compétence technique, en termes de recrutement, j'entends ? Probablement. En tout cas, moi, c'est mon ADN. Aujourd'hui, j'ai complètement changé le profil. On a renouvelé totalement nos équipes sur les 2 dernières années. Pratiquement l'essentiel des collaborateurs qui étaient chez nous sont partis. Et nous en avons des nouveaux. Parce que nous avons mis le poids sur l'engagement, le courage, la ténacité, la curiosité, au-delà des compétences techniques, mais qui sont en fait finalement étudiées bien en amont des premiers entretiens. C'est-à-dire qu'on sélectionne des CV, entre guillemets, des têtes bien faites, et ça, c'est pas difficile, et il y en a énormément, mais effectivement, le souhait de se jeter dans l'arène du guerrier. On est un peu dans une époque guerrière et il nous faut des profils de ce type. Donc des gens très engagés et des gens qui ont envie, effectivement, de se battre et finalement d'apprendre. Alors ce qui est un peu à rebours, contre-productif, ou en tout cas pas dans l'air du temps, mais en tout état de cause, il est évident que dans notre métier, c'est aujourd'hui l'essentiel de ce que nous demandons à nos collaborateurs. À vos collaborateurs. Mindset et transformation, et si le vrai sujet était là, finalement, la vraie transformation ne serait-elle pas moins technologique que culturelle ? J'ai le sentiment que, d'un point de vue culturel, culture d'entreprise, j'entends, vous avez fait un point de bascule ? Totalement.
Ouais. Et bon, je partage complètement ça et je pense que toute l'époque que nous vivons actuellement, les guerres, la redistribution géopolitique des pays, tous les finalement les socles sur lesquels nous avons vécu, alors nous pas autant, mais les générations depuis les années 50 s'écroulent. Et je pense qu'il faut qu'on se mette en mode guerrier et qu'on se mette en mode de changement. Et dans nos entreprises, véritablement retrousser nos manches, arrêter de penser au confort, au bien-être, à l'individu. Il faut jouer collectif, il faut jouer guerrier, stratégie. Et la stratégie, c'est défendre notre pays, se battre pour gagner. Et c'est ça qu'on recherche chez nous. C'est des guerriers, c'est des battants, c'est des gens qui en veulent, c'est des gens qui ont des convictions. Et puis les compétences techniques, on les acquiert en travaillant. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui, oui. Je pense, le mindset. Pour transformer une entreprise, il faut du courage ? Énormément. À toutes les strates de l'entreprise. À toutes les strates de l'entreprise. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est un leader. Il doit accompagner, mais il faut qu'il transmette sa passion et il faut qu'il transmette son goût du travail et du courage à ses équipes pour qu'on y aille tous ensemble. Et je crois qu'on n'a pas vraiment les moyens aujourd'hui de faire l'économie, de laisser des gens de côté. Il faut de l'ambition aussi, probablement. Du courage, de l'ambition pour transformer, pour faire évoluer ces métiers. Pour faire évoluer ces métiers, parce que ces métiers, de toute façon, ils évolueront sans nous. Et les étrangers ne vont pas nous attendre. Et donc, il faut qu'on soit parfaitement conscient aujourd'hui que les choses avancent de mois en mois et qu'il faut effectivement... Et comme vous signalez que ça va très vite. Ça va très vite. Nous, on le voit sur l'utilisation de nos outils. Même si l'assurance est basée sur des cycles de temps longs, la technologie, elle, et le client aussi. Et le conseil, surtout. Nous sommes un peu des prestataires. Donc, effectivement, j'allais dire qu'une mission que l'on fait en janvier 2026, il est tout à fait probable qu'en décembre 2026, on ne travaillera plus de la même manière. C'est évident. Pour terminer cet échange, Isabelle, avant de prendre un thé ou un café, pour finir sur le métier d'avocat que vous exercez et l'accompagnement que vous effectuez auprès des entreprises du secteur, est-ce qu'il faut savoir le droit ou plutôt le droit de savoir ? J'irai les deux. Et voilà, il faut savoir décider, il faut avoir énormément de compétences, mais vous savez, je fais toujours ce rappel à mes collaborateurs, c'est comme un grand chef. Il ne montre pas ses recettes. Il faut que le plat soit bon. Ah, c'est une belle formule. À retenir. Merci Isabelle. Merci à vous. À bientôt.